les acteurs privés et publics pour les initiatives prises et qui ont permis d'atteindre des résultats. En effet, le gouvernement du Bénin a élaboré et adopté en Conseil des ministres en novembre 2018 le plan d'action national de la gestion durable des terres, GDT, et l'adaptation au changement climatique, ACC. Plusieurs autres mesures sont en cours d'élaboration. Des résultats obtenus et des actions menées grâce au ProSol et qui permettent au Bénin de tourner la page de la dégradation des terres et toutes ses conséquences. Martin Pépin Aïnan, président du Comité national de lutte contre la désertification, a rappelé aux participants à cette session les points essentiels qui seront abordés. La présente session est consacrée au bilan de l'année 2019 et à la programmation des activités que nous allons mener ensemble. Ainsi, vous apprécierez, entre autres, les comptes rendus de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, la participation du Bénin à la 14e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et vous allez prendre connaissance du contenu du plan d'action national sur la gestion durable des terres et du Conseil agricole du Bénin. Vous entendrez les recommandations des différentes missions et séances que nous avions tenues en collaboration avec les partenaires comme le ProSol, le NEPAD et le Mécanisme mondial, pour ne citer que ceux-là. Une rencontre qui permettra également aux participants d'apprécier le chemin parcouru et d'exprimer leurs préoccupations qui devront se traduire en action avec des recommandations fortes pour la mise en œuvre en vue d'accompagner les populations dans la construction de leur résilience et de l'amélioration de leurs moyens d'existence. Zone humide et diversité, c'est le thème de la célébration de la journée mondiale des zones humides 2020 et à ce propos, des réflexions ont été menées pour renforcer la protection du site Ramsar 1018 au Bénin. Le point avec Corneille Aïssé. Une zone humide en pleine régression à Dangbo, à quelques mètres de la mairie. Autrefois en équilibre, cet écosystème était la source d'approvisionnement en eau de la localité avec une forte richesse floristique et faunique. Aujourd'hui, dans son état de dégradation dû à l'action anthropique, cette zone humide a perdu presque toutes ses fonctions écologiques au profit de l'homme et de la biodiversité. Un exemple parfait qui illustre le thème de la célébration 2020 de la Journée mondiale des zones humides, zones humides et biodiversité. Les acteurs, dont les élus locaux et la plateforme de la société civile militante pour l'environnement, se sont donné rendez-vous à cette occasion pour réfléchir sur les politiques mises en œuvre pour la préservation de ce type d'écosystème dans la vallée de l'Ouémé. Massime Diondo de BIS ONG. Les chiffres sont alarmants en ce qui concerne la destruction progressive de nos zones humides. C'est fort de cela qu'en 2013, les maires 12 maires ayant en partage le lac Nokoué se sont engagés à une gestion durable de leurs zones humides. Depuis, je peux dire que les maires sont plus conscients de la valeur de leurs zones humides, de la richesse de leurs zones humides, et c'est ce qui a surtout permis de créer ce que nous appelons la réserve intercommunautaire du Grand Nokoué, qui regroupe les communes de Soava, Agégué, Semekpoji, Porto Novo et bientôt Dangbo. Dans le cadre de cet engagement pris par les maires en 2013, plusieurs actions ont été menées pour la préservation des zones humides du site 1018 d'une superficie de 652 760 hectares constituée de la basse vallée de l'Ouémé, la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué. Par rapport à cet engagement pris depuis 2013, la commune de Dangbo, ensemble avec certaines ONG, notamment l'ONG Jevève, qui travaille pour l'espace vert, la commune de Dangbo a essayé quand même de faire des sensibilisations, des informations, pour montrer les pratiques qui ne doivent plus continuer pour que nous puissions préserver certaines espèces, pour que nous puissions quand même contrôler notre environnement pour le bien-être de notre population. Quand on prend un engagement, il faut l'honorer. Et même si soit avoir des difficultés, nous avons tenté d'honorer quelques engagements. Je peux citer comme preuve, comme exemple, la signature de la déclaration de Semekpoji sur la protection des zones humides que le maire de Soava a signé. Je peux citer la signature du mémorandum de gestion du parc naturel de Sitatonga, dont Soava fait partie avec Zé et Calavi. Et nous saluons aussi déjà la prise de conscience des élus locaux
pour la préservation de leurs zones humides. Seulement, il est bien de prendre conscience de la valeur des zones humides, mais il nous faut de prendre plus d'actions pour arriver à une gestion durable de ces zones humides. Les zones humides régressent au Bénin, mais également au plan mondial. Elles disparaissent 3 fois plus vite que les forêts et 35% ont disparu depuis 1970. Face à ce constat, les acteurs ont pris l'engagement à cette occasion de multiplier les actions pour la sauvegarde non seulement des zones humides, mais de la biodiversité en général. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maurice Agua. Et vous avez vraiment l'air, comment je veux dire ça, fané. Fané, oui, je suis fatigué. Pas vanné, hein, fané. Oui, je suis fatigué, c'est une réalité. Et quand on est fatigué, on fane. Oui, un peu. Ah oui? Ça peut arriver. Ah oui? Si vous fanez un petit peu plus tous les jours, il se passe quoi à la fin du film? Vous disparaissez. Est-ce que vous imaginez, chers amis de la télé, un Maurice Agua que l'on voit disparaître petit à petit à l'écran? Puis un jour, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est un écran blanc, on ne voit plus rien du tout. Et vous allez entendre, il est passé où, Maurice? Et je veux dire, la fleur qui fane, et bien un jour, elle finit par disparaître. N'est-ce pas? Seulement quand vous auriez disparu, on vous retrouvera où? Je n'ai même pas envie de parler. On vous retrouvera à la maison. Ou on vous retrouvera de l'autre côté en train de siroter. Non, pas de musique ce matin. Pas de musique ce matin. La musique est mieux que tout ce qu'on entend là. On continue. Ah oui, hein, carrément, carrément. Continuez donc de faner, hein, continuez de faner. Et surtout ne disparaissez pas pour apparaître de l'autre côté avec un énorme verre de je sais pas quoi. Allez, pause pub, chers amis, à présent, et on parlera de la revue des titres juste après. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce bulletin d'information. Nous démarrons par le quotidien La Nation et déjà un titre qui capte notre attention. Banque et Finances, BOA Bénin fait 30 ans au service de l'économie et des populations, nous informe La Nation de ce matin. Construction d'infrastructures, la phase 2 de la route des pêches lancée avec en photo une image de la route et des engins lourds installés. Et puis, Béninois vivant en Chine et l'épidémie de coronavirus, les fermes instructions du chef de l'État, nous informe aujourd'hui le journal La Nation. Le Béninois libéré, règlement de compte politique, assassinat manqué de Wadaï Père, des pistes qui peuvent conduire au commanditaire, une interrogation du quotidien Le Béninois libéré. Dieu était dimanche dernier ou avec Wadaï, sinon que le peuple béninois serait en train de pleurer la disparition du père de notre ministre des Finances dans la nuit du dimanche au lundi dernier aux environs de 4 heures du matin. Une horde de 7 tueurs à gages qui savaient très bien qu'il passe ses week-ends chez lui à Lokossa étaient allés pour finir avec lui. Heureusement pour le vice-président du Conseil économique et social, il avait exceptionnellement passé ce week-end à Cotonou. C'est aux environs de 7 heures du matin qu'il a été informé de l'état de son gardien que les tueurs ont charcuté et laissé pour mort dans son
domicile après avoir tout saccagé dans la maison sans rien voler, nous informe aujourd'hui le Béninois libéré. Construction d'un hôpital de référence à Abomey-Calavi. Le sujet refait surface à la une du quotidien. Béninois libéré. Ouadagni obtient 115 milliards pour le projet CHU. Nous informe le journal qui s'intéresse ce matin à Jacques Ayadi, qui a été l'invité de Sous l'arbre à palabre de nos confrères de l'événement précis. Mouel Bénin se porte très bien, dit Jacques Ayadi. Et puis un dernier titre à la une du journal Le Béninois libéré. Institut du coordonnateur UDBN de la commune d'Avrancourt, Claudine Prudencio, installe son lieutenant pour les communales, nous informe aujourd'hui le Béninois libéré. Voilà ce qu'on peut retenir, les titres intéressants les uns que les autres à la une du quotidien, le Béninois libéré, l'Indépendant à présent, finalisation du bitumage de la route des pêches, phase 2, plus de 53 km bientôt à ménager. Et donc, mesure du gouvernement pour les communales 2020, plusieurs actes administratifs délivrés gratuitement jusqu'au 1er mai, nous informe donc l'Indépendant, le quotidien indépendant. Signature d'un accord de mise en œuvre du programme MCA Bénin 2, consolider les bases pour un développement durable du secteur énergétique. L'Indépendant, juste après, laisse place donc au quotidien le meilleur, reconnaissant des performances de l'économie béninoise, les fruits de la gouvernance du président Patrice Talon. Le meilleur également parle de la vie des partis politiques à la veille dans la 18e circonscription électorale. Le séisme s'annonce lourd pour l'Union progressiste à Lokossa, nous informe le journal. Après ceux de Koudo, des militants UP de Lokossa menacent de claquer la porte si Rodéo Meïba n'est pas tête de liste. Voilà l'information que nous apporte ce matin le quotidien Le Meilleur, qui parle de l'organisation des élections communales de 2020 et titre « Le gouvernement décrète gratuite la délivrance des actes administratifs pour les potentiels candidats ». Et voilà ce qu'on retient aujourd'hui du quotidien Le Meilleur. À la une du quotidien La Nouvelle Génération municipale et communale du 17 mai 2020, gratuité des actes administratifs, nous informe le journal. Talon tient à des élections hautement inclusives. Et c'est le titre que nous lisons à la une du quotidien La Nouvelle Génération de ce jour. Assassinat manqué de Nestor Ouadagni, déjà des représailles politiques à Lokossa. Une grosse interrogation en rouge à la une du quotidien Le Meilleur. Bénin intelligent. De façon intelligente, s'intéresse au coronavirus en Chine, à sa une du soutien financier pour les ressortissants béninois, nous informe le journal Aéroport de Cotonou, des travaux connexes pour le confort. Affaires, bien sûr, en affaires, Glodjigbe, futur pôle économique, écrit aujourd'hui Bénin intelligent. Et à la une maintenant du quotidien La Cloche, fin de la mission de l'AFP au Bénin, Amadou Soumaoro satisfait des avancées notables enregistrées. Et puis projet de construction de la route des pêches après la réussite éclatante de la première phase. Voici la phase 2, Talon toujours avec un esprit de suite. Dans la perspective des communales, le certificat de résidence rendu gratuit et sans délai à tous les candidats, encore et toujours Talon dans sa posture du démocrate Bontin. Titre aujourd'hui La Cloche, densification des potentialités économiques au Bénin, une zone économique spéciale en création à Glodjigbe. Le Grand Quotidien, prochaine communale et municipale, la population de Zinvier réclame son chouchou. Félix Dansou-Dossa nous informe aujourd'hui, le Grand Quotidien, il sera bel et bien candidat, rien ne le bloque. Le géant Dansou-Dossa rassure les siens. Installation
de la direction arbitrale technique de Alacaf, le Bénin, représenté par Rosalie Tempanda, nous informe le journal Le Grand Quotidien de ce matin. Matin libre à présent, facilité pour les communales, le gouvernement se tire une balle, voilà, dans le pied. On se dit facilité pour les communales à la une du quotidien Matin Libre. Le gouvernement se tire une balle dans le pied, nous informe le journal commune de Lokossa. La maison de Nestor Wadagni vandalisée, Foscori pour un Bénin émergent. Paul Rompin, nouveau leader, une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Le matinal à présent, visite au Bénin d'une délégation de l'AFP, le leadership de Vlavonou au service du Bénin, insatisfait pour les réformes politiques. Conseil des ministres, la phase 2 de la route des pêches, autorisée de lourds investissements dans le Grand Nokoué, nous informe le matinal. La zone économique spéciale de Glodjigbe prend corps. La rénovation de l'aéroport de Kadiaoun se poursuit. Voilà ce qu'on retient de la une du quotidien, le matinal. La dépêche Bénin, médias et pratiques journalistiques sous la rupture. Je ne voudrais pas être à la place de certains confrères. C'est un titre que nous lisons aujourd'hui à la une du quotidien. La dépêche, protection des enfants contre les pratiques dégradantes au Bénin et ZAMSAM contre la torture. Élection communale, le parti FCBE s'en remet à des députés francophones de passage à Cotonou. L'actualité, 10e édition de la revue des finances publiques, la gestion budgétaire en mode programme vulgarisé. Et puis l'actualité toujours présidentielle du 22 février prochain, fier du bilan de fort, la jeunesse togolaise lui apporte donc son soutien. Écrit aujourd'hui l'actualité qui s'intéresse à l'adoption hier du nouveau code d'électricité. Fini le monopole de la SBEE, le secteur ouvert au privé, les exigences aux revendeurs d'énergie. Le gouvernement veille au grain en ce qui concerne la sécurité sanitaire des étudiants béninois vivant en Chine. Et puis les assurances du ministre Agbenoshi face à l'épidémie de coronavirus. Nord-Sud quotidien, hôpital de référence à Bomé-Calavi, le MEF boucle un financement, le ministère de l'économie et des finances bien sûr, boucle un financement de 175 milliards, conseil des ministres, voici les nominations prononcées. Assassinat manqué à Lokossa, le journal s'y intéresse, qui en veut à Nestor Wadagni, titre aujourd'hui, donc Nord-Sud quotidien, infection au coronavirus au point de la situation des Béninois en Chine. Et pour finir, Natacha Kofi, le déchaîné du jeudi, Sestip et psychose à Cotonou, Nick et panique à la une du journal. Pour ceux qui sont à la radio, on voit un crieur public, la bouche grandement ouverte, qui dit « À Tobé, il a été retrouvé un téléphone perdu. Les délégués exigent de voir le propriétaire à cause du nombre d'images de partous retrouvés déçus. Et Sobé. » Et puis il y a un passant qui dit « Et Sobé. » Et l'autre qui dit « En tout cas pour moi, se trouve dans ma poche. » Voilà ce qu'on retient de la une du quotidien, le déchaîné du jeudi, hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi la revue des titres. Merci à vous, Mori Agua. Pause publicitaire en bonne et due forme à présent, chers amis. Et juste après cela, on retrouvera Testamin Koudéon, qui sera là juste pour vous, bien évidemment. Oui, allô? Moi, c'est Afounan. Vous êtes sur Défi de Midi. Quelle est la capitale historique du Bénin? Appelle le 69 32 03 03 et gagne un lot. Défi de Midi, c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV.
Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Coulisses d'un tube. Carnot Rungbele Rintor vous amène à la découverte d'une chanson devenue un tube. Il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas la chanson et tout. Il m'a dit, ces hommes-là, ce sont des irresponsables. Et j'étais fière de moi-même d'abord. Les Béninois, tout comme moi, ont envie de connaître les coulisses de votre chanson Assia. Assia, ça parle de moi-même. C'est mon destin, au fait. Je veux être celle qui va tourner le clip avec toi. Et quelle était ta réaction? Quand elle a dit ça, j'étais étonnée. Je me disais qu'elle n'était pas capable de le faire. Elle était affaiblie. Coulisses d'un tube, ce sont des tenses moments de divertissement. Si tata nous morangaho. Ya salude a ma ple. Nyemurwa nedera ipo. Dis donc un bien noué, anando jikaka. Bona wadoube, adjivito eton. Maman, oui wanoué, ndoku noué, de adjia. Coulisses d'un tube, c'est à suivre sur Eden TV. Et bien voilà, chers amis, juste pour vous, tout de suite et maintenant, Testani Goudéon est installée et elle est impatiente justement de vous dire bonjour, mais j'ai envie de faire mon malin comme ils disent les Ivoiriens et de ne pas la laisser vous dire bonjour, mais combien de temps je veux tenir, je ne sais pas, donc voilà, allez. Bonjour Testani et bienvenue. Bonjour Natacha, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs du côté de Diaspora FM. Natacha, ce matin, vous nous parlez de la simplicité. Et, oui, bien sûr, de la sincérité. Oui, au passage, moi je vous parlerai de la sincérité. D'accord. C'est ce que j'allais dire, mais avant de vous parler de la sincérité, puisque vous y tenez, ma chère Natacha. Oui, je voudrais... C'est important. Oui, et il faut s'attarder sur l'écriture de cette sincérité. Non. Je voudrais revenir sur la simplicité dont vous avez parlé, qui pour moi, depuis quelques années, est devenue un leitmotiv. J'ai fini par comprendre que la beauté et le bonheur pouvaient se résumer à la simplicité. Tout faire de façon très simple et après, vous pouvez véritablement en profiter. Donc, merci à vous d'avoir abordé la question ce matin. Et je l'espère pour les personnes qui ont l'habitude de se compliquer la vie. Se compliquer la vie, c'est vraiment dans les choses les plus basiques qu'on les fait. Ah non, moi, je ne peux pas m'asseoir là, franchement. Ah ben non. On peut pas mettre un pagne. Ah voilà. Je peux pas m'asseoir là. Si tu t'assieds là, tu vas mourir. Non mais allez. Non, mais moi je mange pas ça. Cet endroit n'est pas appréciable pour moi pour aller manger. Je mange pas ce truc. Elle mange pas. Mais ça vous rend pas malade. Il y a des personnes qui tant que ça ne vous rend pas malade. Oui, tant que ça ne vous rend pas malade. Mais pourquoi vous ne mangeriez pas? Vous imaginez, Maurice Agua, que quelqu'un se dérange, aille à la cuisine et vous fasse à manger, vous apporte à manger, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, peut-être du atassi, et vous estimez que vous êtes trop guindé pour manger du atassi, peut-être avec juste un œuf et pas de poisson et tout. Ça vous rend pas malade? Chez moi, le atassi, on le mange à rien parce qu'il est déjà bien merci. Ça vous rend pas malade, ça vous fait rien, mais vous estimez que vous êtes trop guindé et vous faites... Il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas de fromage. C'est quoi ça? Oh, c'est bien. Moi, je ne mange pas de la nourriture de pauvre. Mon frère, ou ma soeur, la vie est simple. C'est vraiment dans nos comportements les plus basiques, ce que nous faisons par rapport à un repas ou à un lieu où des gens vous disent, vous pouvez manger à tel endroit. Vous vous rappelez qu'on a déjà entendu ce genre de choses, où on était assis peut-être à des endroits, pas très chics,
mais où le repas était bien chic, rassurez-vous. Dans des endroits chics, on a mangé, on est rentré avec des intoxications alimentaires, on ne citera pas de nom, mais les endroits où certains jugeaient de pas assez chic, c'est vraiment là que vous trouvez votre pur bonheur, parce que vous vous retrouvez avec une catégorie de personnes que vous ne voyez pas forcément dans votre quotidien et qui vous rappellent justement combien la vie est toute simple. Alors, cela doit rester notre leitmotiv, cela doit rester la base de tout ce qu'on fait. Rester simple, penser simplement et faire simplement les choses, tout simplement. D'accord, eh ben, j'essaierai de manger les choses qu'on m'offre alors. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre au régime alors. Allez, écoutez, je fais pareil, hein, vous savez, je veux dire, bonjour, vous allez bien? D'accord. D'accord. Ok, alors. Abobonos. Abobonos. Kikino. Je fais aussi, mais à un moment donné, il faut... Oh. Quand il était en train de dire Abobonos. Ah oui, oui, alors que Abobono avançait, elle avait fait Abobonos. Parce qu'elle avait un copain blanc là, et puis elle était au balcon alors que les jeunes jouaient à la belote. Abobonos. Les jeunes la regardaient le Abobono là. Finalement, elle a dit Abobono. Voilà. Non, mais sérieusement, soyez simple. Elle va passer la journée à Paris. Vous savez, il nous arrive à tous de nous retrouver à des endroits où on se dit, il faut que je fasse un petit peu attention. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais après que vous estimez avoir atteint un certain niveau, parce que c'est ce qu'elles disent, ces personnes-là, j'ai le niveau, tu dis, c'est ce que tu dis là. 3 mois en France ou bien 1 mois en France, c'est fini. On ne comprend plus fort. Mais arrêtons. Au retour au Bénin, du retour là, c'est fini. Vous dites ça, vous ne mentez pas. Moi, j'en connais. Bonjour, chérie. Moi, de vacances en France, on revient ici. Moriagua, celui que tu viens de laisser, je sais pas, vous dites 1 mois, c'est trop. 10 jours, je sais pas, une formation, rapidement, il est parti, il est revenu. Dès qu'il revient, il n'avait jamais mis le pied dans un avion, s'il te plaît. Il est parti, il est revenu. Dès qu'il revient 10 jours après, je te demande, c'est quoi ça, a duré une éternité ou quoi? Parce que le gars, il revient, il fait... Bonjour chérie, tu veux bien? Ça me fait non, mais franchement, il fait chaud dans votre pays. À cette blague de Toto où il dit que son ami allait à Paris, il est revenu et il voit un margouillat et lui demande qu'est-ce que c'est. Il dit que c'est un mouton. Et il s'énerve. Il demande de margouillat qu'est-ce que c'est. Et à Toto de lui répondre que c'est un mouton. Et puis il se fâche quoi. Et Toto lui dit mais attends, toi tu connaissais ce que c'était. Donc tu savais. Non mais sérieux quoi. C'est pour ça que tu te fâches. Tu es né, tu as grandi en Afrique, tu as grandi au Bénin avec moi. On a grandi ensemble. Tu sais plus ce que c'est que Magouya. Quand même. Magouya qu'on a tué avec lance-pierre tout le temps. Attendez, mais Toto ne l'a pas raté. Il dit que c'est un mouton. Voilà ça. J'attends de faire une vanne à mon frère, moi, depuis un moment. J'attends qu'il rentre. J'attends qu'il rentre. Il fait chaud dans votre pays, là. Tu es né ici, tu as grandi ici. C'est quoi, ouais. Allez, passons. Alors, juste pour vous aujourd'hui. Juste pour vous, on va parler, on aborde un sujet purement féminin. On va parler des perruques. On va parler de quoi? Des perruques. Oh, Seigneur Jésus. Dieu merci que je n'ai pas de perruque sur ma tête. Je vous promets, autrement, elle l'aurait retirée pour vous montrer un exemple en live de perruque. Alors, non, oui. je ne l'aurais pas fait. Je suis devenue gentille. Comme je dis à quelqu'un récemment, j'ai reçu Christ dans ma vie. Du coup, il y a certaines choses que je ne fais plus. Alors, les perruques, c'est devenu... un essentiel de beauté pour les femmes aujourd'hui, je vais dire. Ah oui? Oui, un essentiel de beauté. C'est un incontournable. Et quand on parle de beauté féminine, oui, beaucoup de femmes... Vous voulez savoir pourquoi j'aime les perruques, moi? Non, dites-moi. Vous les aimez, les perruques? Oui, d'accord. Vous voulez savoir? Et pourquoi vous aimez les perruques? Pour 2 raisons. Oui, la première. La première, c'est économique. D'accord. Je ne dépense pas, économique dans le sens de vous dépensez tout de suite pour une perruque, elle est là. Oui. Vous pouvez en faire usage sur une certaine durée. Exactement. Par contre, quand vous allez directement chez le coiffeur ou la coiffeuse pour vous fixer les extensions, le tissage sur la tête, ça vous sert pas à grand chose parce qu'après, au bout de, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, maximum, un mois, vous l'enlevez et puis la plupart du temps, c'est pour jeter, pour mettre à la poubelle. Donc ça vous sert à 3 fois rien.
Et l'autre point, c'est que quand vous avez une perruque sur la tête, eh ben, vous pouvez faire ce geste. Ça n'a pas de prix. Et Un petit peu comme si vous repoussiez vos cheveux en arrière. On a tout le temps vu ça dans les films de blanc. D'accord. On s'est toujours demandé pourquoi est-ce qu'elle le faisait, c'était quoi la sensation. Mais après, en faisant le tissage directement, vous pouvez pas le faire. La vérité, non, je sais pas, mais moi j'aime bien les perruques, donc. Natacha, la deuxième raison, elle tient pas. Elle tient parce que quand vous faites le tissage directement, en fait, même c'est la perruque qui devrait vous empêcher de le faire. Mais moi, même parce que vous auriez peur qu'elle s'enlève, mais moi je vous promets, c'est la perruque qui me pousse à le faire. Ça me motive, je suis tout le temps en train de le faire. Et après, je réajuste. Elles sont comme le chapeau. Elles sont de plusieurs types, les perruques, en tout cas pour les personnes qui en sont férues, parce que de plus en plus aujourd'hui, les jeunes femmes, elles sont plus dans l'esprit de s'encombrer avec une coiffure, avec une tresse, avec un tissage. Remarquez avec moi, Testali. Oui. Mais ceci, si vous permettez l'image. On va revenir sur l'image précédente. Oui, oui. Là, on a, vous voyez le mannequin. Oui. Elle est magnifique avec la tête. En effet. Avec la tête rasée. En effet. C'est beau comme ça. Ça devrait être ça, les femmes africaines. Bon, je dis ça, tout le monde ne peut pas se coiffer. Ça devrait être ça, le modèle de beauté. La femme, c'est les cheveux. Vous voyez, les gens vous disent, c'est vrai, écoutez, c'est même biblique, la ça. femme, c'est les cheveux. C'est vrai, c'est quand elle a le cheveu qu'elle est femme. Donc, non. On investit. Oui, j'ai entendu des femmes qui me disent ça, non? Oui, c'est vrai qu'on associe la féminité aux cheveux, à la beauté de votre... Vous savez que encore, même la Bible... On a rencontré quelqu'un, Natacha, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour qui la première chose à regarder sur une femme, c'est sa coiffure. C'est de voir véritablement... oui. Moi, non. Peut-être que vous avez manqué un épisode de la soirée. De la soirée? Oui, vous avez manqué un épisode. Non, c'était pas sa coiffure? Si, chez la femme, le premier point, c'est la coiffure, et chez l'homme, c'est la chaussure. Ça dépend de qui la coiffure, qu'elle soit coiffée ou tressée. Non. Vous avez certainement bugué à ce niveau. Il fallait répondre à la personne que ça dépend de celui qui regarde. Il a dit c'était la poitrine. Non. Non. La coiffure, qu'elle soit bien coiffée ou même si elle a les cheveux coupés et tout, on va certainement lui redemander. On verra ça parce que j'étais choquée. Parce que j'étais choquée et il a précisé en disant, quand elle passe. C'est-à-dire que quand je la vois venir, c'est la première chose que je regarde, quelle que soit la taille, quelle que soit la morphologie. Et quand elle est passée, je regarde ensuite comment ça se passe à l'arrière. C'était la poitrine et non pas la coiffure. J'ai bien cru entendre coiffure et revoir à l'arrière comment est-ce que ça se présente. Et je lui ai demandé, j'étais tellement choquée que je lui ai demandé à un moment donné, parce que quand il parlait des chaussures, désolé les amis, ça n'a rien à voir, mais quand il parlait des chaussures, c'était pour donner un exemple. Quand il parlait de chaussures, il lui disait, selon le type de chaussures, moi je peux, lui, il peut à peu près déterminer, comment on appelle ça, le comportement ou la nature de quelqu'un. Des tapettes, hein? Oui, c'était ça, la nature ou le comportement de quelqu'un selon ses chaussures, sa personnalité, selon sa chaussure. Et du coup, j'étais tellement choquée que je lui ai demandé, donc, selon la poitrine des femmes, tu détermines aussi là, je suis un peu embrouillée parce que j'avais cru comprendre par rapport aux chaussures, les hommes, et ensuite la coiffure, parce que pour moi, cela avait un sens. Non, la poitrine, c'est pour ça que j'étais choquée. Et vous aviez sommeil, donc c'est normal. Non, j'écoutais, je faisais semblant d'avoir sommeil. Ça me plairait que ça soit la coiffure. C'était pas la coiffure, rassurez-vous, c'était la poitrine. Il y a des personnes, un peu plus tôt dans la matinée, j'avais rencontré quelqu'un pour qui la coiffure, quand elle est naturelle et traditionnelle, et représente un premier facteur d'attirance pour lui. Non, ou de beauté, non. Pas d'attirance, un facteur de beauté pour la femme à ses yeux. Et il dit, par exemple, ma femme, quand elle va se mettre des mèches sur la tête, je lui dis jamais que c'est beau. Mais quand elle fait des tresses traditionnelles, celles qu'on connaît chez nous, et toutes simples, là, je retrouve la beauté de mon épouse. Et par contre, il y a des hommes pour lesquels les mèches longues, vous voyez, pour vous, c'est le coco taillé qui est joli sur l'image, même pour d'autres hommes, ou même d'autres femmes. D'ailleurs, par nous, les femmes même, il faut commencer la gêne qu'on peut ressentir. Certaines femmes peuvent ressentir en se coupant les cheveux, la gêne que d'autres peuvent ressentir en n'ayant pas de jolies mèches sur la tête, de longs, d'autres préfèrent de courts. Aujourd'hui, il y a la tendance nappy qui est en train de prendre le dessus. Et même là,
par moment, on est fatigué de porter tout le temps nos locks ou nos twists, c'est ça, hein? Oui, les twists. Les twists, les cheveux crépus et tout, on est fatigué de les porter. Donc, on a envie de changer de tête. On met une perruque rapidement, on se fait une petite tresse sur la tête, on met une perruque en ville. Quand elles arrivent chez elles, c'est au portail qu'on enlève le chapeau. Oui, comme là, on elle parle le de dit. quelqu'un qu'elle connaît bien. Là, elle parle de quelqu'un qu'elle connaît bien. Attention, que les gens, ils vous connaissent, ils vous vendent. Et ça, ce n'est même pas méchant en plus. Alors, les perruques, elles sont de plusieurs types. On en a de synthétiques, on en a de naturelles. On en a de plusieurs formes, mais surtout de plusieurs couleurs. Et d'ailleurs, parlant de couleurs, j'aurais bien aimé que Monsieur Si nous aide à voir en image quelques couleurs justement de perruques, parce que pour des couleurs, oui, on en a véritablement. Quand on parle des perruques, c'est pratiquement une jungle. Hein. Il y en a tellement. Oui, vous avez l'embarras du choix. Vous entrez dans une boutique de vente de mèches et tout ce qui va avec. Ça, c'est beau, par contre. Vous restez là et vous vous demandez qu'est-ce que je choisis finalement? Qu'est-ce que je dois mettre? Quelle couleur m'irait? Quelle forme m'irait? Est-ce que je dois en prendre de synthétique qui est moins cher et qui ne dure pas aussi longtemps que les naturels? Là, on dirait Tacha à une époque sur LMDV. Ah, c'est pas faux. Alors, la plupart du temps, c'est pour des raisons esthétiques que les femmes, elles choisissent de porter des perruques. Parfois, c'est également lié à la paresse d'aller s'asseoir chez un coiffeur ou une coiffeuse pour faire 2, 3 heures, 4 heures de temps avant de rentrer chez soi. On va simplement se trouver une perruque qu'on peut mettre. En plus, ça nous simplifie la vie, quoi. Parlant de ça, il faut que je passe chez le coiffeur récupérer la mienne. Ah, d'accord. Vous en avez encore chez le coiffeur. Là, c'est du vert ou c'est du violet? C'est du dégradé où on a du vert, on a un peu du violet. J'ai même l'impression de voir même du bleu dedans en plus. Si c'est un dégradé, donc il y a pas mal de... la base, c'est le noir et en redescendant vers la pointe des cheveux, on a pas mal de couleurs qu'on peut... Vous voyez le vert, il y a le violet, je vois en plus le bleu. Et il y a également des femmes qui utilisent les perruques pour régler le violet que vous cherchez, pour régler un problème de chute de cheveux. Les cheveux sont totalement cassés, on ne peut pas sortir comme ça avec et tout. On met rapidement une perruque pour cacher ces petites imperfections-là de sur notre tête, parce qu'on n'a pas forcément envie de l'exposer à la terre entière. Et c'est tout à fait normal. il y a de ces femmes-là qui... On a des problèmes de calvitie, comme notre chère amie. Maureen n'a pas de problème de calvitie. Ouais, devrait penser à mettre une perruque. Jusqu'où viennent ses cheveux. Et pour faire la fête, pour de nombreuses raisons, les femmes portent des perruques. Ce n'est pas toujours pour le bling-bling, pas toujours comme on se le dit. Elles font genre, elles font pas toujours genre. Certaines n'ont pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Cette expression, elles font genre. Oui, elles font genre, quoi. Vous comprenez. Tout le monde comprend l'expression. Elle se la pète. L'expression est devenue courante aujourd'hui. Et depuis quelques années, en matière de perruques, comme je vous le disais, tout est possible. On en fait de toutes formes. Vous avez vu, pour les amis à la télé, les différentes formes de perruques qu'on a déjà, tout ce qu'on peut avoir directement sur notre tête comme tresse, comme coiffure, comme tissage. On peut l'avoir en perruque aujourd'hui. On a récemment, il y a 1 an ou 2, une vague de perruques sur le marché en tresse directement, où vous en avez en bout pointu. Il y a l'autre type de tresse là. Il y en a de toutes formes aujourd'hui. Voilà, pour nos amis à la télé, l'image qui vient de s'afficher à vos écrans, on a de ce type de perruques là aussi sur le marché depuis quelques années. Donc, quelle que soit la forme de perruque, le type de modèle que vous voulez, la taille, la matière ou même la couleur, vous pouvez l'avoir. Mais la question qu'on se pose la plupart du temps, c'est est-ce que je dois prendre une perruque synthétique ou une perruque naturelle? Ce sont les deux types de perruques que nous avons sur le marché aujourd'hui, celles faites de cheveux naturels et celles faites à base de cheveux synthétiques. C'est bien cela. Et dans la gamme des naturels, on a les péruviennes, les brésiliennes et tout ce qui va avec. Et selon le coût, la forme et la couleur, selon la forme, la couleur et tout ce qui va avec, le coût varie également. Les perruques synthétiques, elles, ont évolué ces dernières années et elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a quelques temps. Donc des années en arrière, les synthétiques étaient particulièrement, pour une
frange de la société qui ne pouvaient pas se permettre un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on a des synthétiques qui nous font penser même à une basse forme de naturel parce qu'elles allient légèreté avec une facilité d'entretien également. Et les fibres synthétiques vous font parfois penser à des cheveux naturels à tel point qu'il est difficile, quand vous êtes sur le marché aujourd'hui, de faire la distinction entre une perruque naturelle et entre une bonne perruque naturelle et une perruque synthétique. Elle est moins chère que la perruque naturelle déjà, la perruque synthétique, et elle est prête à porter. Vous aurez juste à choisir la couleur, le modèle que vous voulez parmi toutes les perruques synthétiques que vous avez sur le marché. Et ne vous faites pas duper. Aujourd'hui, il y a beaucoup de perruques synthétiques qui ressemblent à du naturel. Donc, il faut être un connaisseur, comme on le dit, pour pouvoir faire la différence. Connaisseur connaît. Oui, Gaou passe. Le principal inconvénient avec les perruques synthétiques est qu'une fois choisies, elles ne permettent plus une grande flexibilité de coiffure. Quand vous prenez votre perruque synthétique, vous devez la garder telle qu'elle est. Vous essayez un peu de faire 2-3 mouvements avec les perruques naturelles. Vous voyez, certaines font parfois des tresses de côté, elles peuvent s'amuser à changer de forme et tout, mais avec les synthétiques, ce n'est pas le cas. Vous pouvez teindre vos perruques naturelles, mais vous ne pouvez pas le faire avec les perruques synthétiques. Vous ne pouvez pas les colorer, et ce jusqu'à la fin de la vie de la perruque, qui tourne autour d'1 an pour les perruques synthétiques, mais ça dépend vraiment de comment vous gardez. Il y a des gens qui ont des perruques synthétiques qu'elles gardent sur 1 an, 2 ans. À 3 ans, à 3 ans, vraiment, la personne, elle a fait fort. Ah oui? Elle a fait fort. Alors, les perruques naturelles, quant à elles, vous proposent une grande flexibilité pendant toute leur durée de vie, qui est bien plus longue que celle des synthétiques. Selon la qualité et le prix que vous aurez investi, vous pouvez garder une perruque synthétique sur 10 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment qui vous donnent l'impression d'être des cheveux de personne. Et quand vous entretenez bien, quand vous les gardez comme il faut, vous pouvez l'utiliser. Et surtout, ne pas porter tous les jours de l'année, quoi. Du 1er janvier au 31 décembre, vous n'allez pas mettre cette perruque. Vous pouvez la lisser. Si à la base, elle était bouclée, votre perruque synthétique, vous pouvez la boucler, votre perruque naturelle, vous pouvez la lisser si à la base, elle était bouclée, et dans le sens inverse, ça marche aussi. La boucler si au départ, elle était lissée. Vous pouvez la teindre, votre perruque naturelle, et même si vous voulez, la couper, si elle était déjà longue. Mais après, ma foi, elle vous coûte la peau des fesses, comme dirait Laurette. Donc, on n'a aucune envie de couper. Ça. Mais ce que j'allais même dire, c'est qu'après avoir coupé, vous ne pouvez plus la rallonger. Ce n'est plus possible. Les perruques naturelles ont un inconvénient pour les personnes qui ont qui ne peuvent pas se permettre un certain nombre de choses, parce que le coût est particulièrement élevé. Il y a également leur entretien qui peut poser problème, parce qu'on n'en parle pas souvent, où il y a certaines coiffeuses qui vous le font remarquer, mais pour les perruques naturelles, on a besoin de shampoings spéciaux, et vous devrez passer un peu de temps sur votre perruque après chaque lavage pour lui redonner sa forme. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir le faire. Certaines femmes le confient à des gens qui s'y connaissent pour ne pas détruire la perruque après. Et c'est très important de faire attention à comment on peut laver la perruque, mais si vous ne savez pas vous y prendre, après vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous pouvez la nettoyer, mais après, si vous vous y prenez pas bien, vous ne pourrez pas l'utiliser. Le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, parce que le temps nous a rattrapé, c'est comment est-ce qu'il faut choisir sa perruque. Très bien. C'est le type de question qu'on se pose la plupart du temps quand on arrive dans un salon de coiffure ou dans une boutique de vente de mèches ou de perruques. Quelle est la perruque qui devrait aller avec moi? Déjà, vous devez tenir compte de la matière, synthétique ou naturelle, de la texture, de la forme et des couleurs et des aspects également de votre perruque. Est-ce que vous en voulez de bouclé? Est-ce que vous en voulez de lisse? Est-ce que vous en voulez de court? Est-ce que vous en voulez de long? Est-ce que vous en voulez avec une frange? Est-ce que vous en voulez
voulez, je ne sais pas, il y en a de plusieurs types. Est-ce que vous en voulez avec une closure, parce que c'est le type d'accessoire. Même au niveau des closures, il y en a de différents types. Voilà, il y a autant de petits détails que vous devez, qui doivent justement retenir votre attention. Et vous devez également penser à votre morphologie. Et ça, ce n'est pas le type de conseil que je me retrouve dans la posture de vous donner. Je vous laisse aux mains des spécialistes de la question. Je vais tout de même demain vous apporter quelques petites astuces quand vous avez une forme de visage bien précise, que vous êtes ronde ou fine. Il y a des règles standards parlant de choix de perruque ou même de type de coiffure que vous devez faire avec un visage rond, un visage carré, les yeux qui sont tout petits. Il y a des types de coiffure que vous pouvez faire qui ressortent et révèlent un peu plus votre beauté. Et demain, on va en parler et finaliser notre rubrique en parlant de l'entretien de nos perruques parce que c'est important. Il ne sert à rien d'avoir une perruque qui pue. C'est dangereux. Ça pétillait. Allez, merci. Merci Natacha Kofi. Ça aura été pour le plaisir de toutes les femmes. Merci à vous. Peut-être que les hommes aussi, ils comprennent un petit peu mieux leur compagne. Oui. Donc, à moins qu'ils soient un petit peu comme Mori Agua. Mieux pourquoi la perruque de leur compagne pue. Ah oui, ça vous rappelle des choses? Moi, ça ne me rappelle rien. Mori, si c'est votre femme, votre femme ne sentira pas dans l'obligation de vous faire subir la mauvaise odeur d'une perruque. Par contre, ma femme a une tête comme la tête de Teslani. Teslani. Votre femme, quant à elle, pour faire genre, elle va garder la perruque qui me reste que je vais demander qu'elle me fasse ça dedans. Carrément. Très drôle. Très drôle. Je serai elle. Oui. Je vous donnerai la réponse qu'il faut. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Que retenir de la lutte contre les mutilations génitales au Bénin en cette journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales? Pour en parler, nous recevons Miguel Cueto. Miguel Cueto, bonjour. Bonjour Maureen, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes juriste, spécialiste des questions des droits humains. Merci d'être venu. C'est quoi les mutilations génitales? Alors, on va définir les mutilations génitales en nous basant sur la loi 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales en République du Bénin, qui définit les MGF comme l'ablation partielle ou totale des organes génitaux d'une personne de sexe féminin. Évidemment, cette ablation, elle est faite sur l'organe génital externe. Donc, ça peut être le clitoris, ça peut être les lèvres, etc. Et donc, ça peut être également toute autre opération sur les organes génitaux qui ne sont pas instruits par un spécialiste et donc un médecin. Alors, pourquoi une telle journée? Une journée internationale tolérance zéro face aux mutilations génitales, c'est dans le même cadre que toutes les autres journées. Dans le sens de mieux protéger les droits des personnes humaines, notamment en ce jour, les droits des femmes, ou si vous voulez, les droits sexuels des femmes. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc cette journée, encore une fois, c'est pour attirer l'attention sur le fait qui ne recule pas pour autant, ou alors semble reculer et parfois ressurgir sous diverses formes. Et ça peut davantage faire réfléchir. Et c'est pour cela que cette journée existe, pour nous rappeler que c'est un fait qui existe, qui va toujours exister si on ne prend pas les précautions qu'il faut. Et donc, ce phénomène a des conséquences sur les femmes, les jeunes filles qui deviennent femmes après, sur lesquelles on pratique ces mutilations. Évidemment, Maureen, il n'y a pas d'acte non médical abusif sans conséquence sur la vie d'une personne. Vous qualifiez d'abusif. Et là, nous parlons de petites filles et de femmes. Vous savez, au Bénin, ou plutôt dans le monde entier, les Nations Unies estiment à 200 millions
le nombre de filles et de femmes ayant subi les mutilations génitales féminines. 200 millions. 200 millions. Mais quand nous venons au Bénin, on va trouver que les femmes ou les filles de la tranche de 15 à 49 ans, au regard de l'EDS 2011-2012, l'EDS, c'est quoi? C'est l'enquête démographique et de la santé réalisée par l'INSAE, l'Institut national de la statistique, dans notre pays, nous a révélé donc que, par exemple, 7,3% de femmes donc, et de filles dans cette tranche d'âge de 15 à 49 ans ont subi une fois les mutilations génitales. Et vous allez remarquer que dans notre pays, il y a des départements, notamment 4, qui sont en pic quand on évoque cette pratique-là. Et bien sûr, au regard de cette enquête. Parce que nous n'allons pas avancer des chiffres qui n'existent pas. C'est cette enquête qui les a révélés. Par exemple, au niveau de la Takora, l'enquête a révélé un taux de 14,4%. Au niveau de la Libori, 26,2%. Au niveau de la Donga, 26%. Et le pic, le plus grand pic, ça a été au niveau du Bokou, avec 41,4%. Vous comprenez donc que entailler le sexe d'une femme ou d'une fille à l'externe, on peut vous évoquer différentes raisons, mais les conséquences sont nombreuses. Entre autres raisons, sous certains cieux, on vous dira que ça permet à la femme de conserver sa virginité, et que ça l'empêche d'avoir envie d'aller vers un homme avant qu'elle ne se mette sous le toit de celui-ci. Étouffer ses libidos. Voilà, on vous dira après que c'est une norme sociale et qu'elle ne doit pas ou ne peut pas s'y soustraire. On vous donnera différentes raisons, mais les conséquences sur cette femme sont nombreuses. Voyez, aujourd'hui, vous pouvez avoir des femmes. Quand une femme ou une fille subit de l'excision, elle peut contracter des infections génitales. Et si ces infections... Avec des conséquences sur la fécondité. Exactement. Si ces infections ne sont pas détectées à temps et traitées comme il faut, et donc ça va aboutir parfois à la stérilité de cette dernière-là. Psychologiquement, déjà, pour ces femmes, c'est difficile plus tard de ressentir le plaisir lorsqu'elles passent à l'acte sexuel. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences aussi sur sa psychologie, sur son mental. C'est des femmes qui se sentent... Sur son épanouissement de façon générale. C'est des femmes qui se sentent moins que les autres dans certaines communautés. C'est des femmes qui, quand elles ont l'opportunité un jour de quitter leur milieu et de découvrir qu'ailleurs, ça n'existe pas, elles se sentent moins que les autres, moins femmes que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut agir aussi, qui peut affaiblir l'estime de soi et qui peut empêcher une femme ou un être humain de vaquer convenablement à ses occupations, d'être épanoui dans la société, tout simplement. Il y en a aussi qui sont obligés parfois de rester dans l'arrière-cour parce qu'elles estiment qu'aucun homme ne voudra d'elle, la voilà qui a quitté son milieu habituel. Et les conséquences au plan sanitaire sont énormes. Et les conséquences également peuvent exister sur la famille, parce qu'on a tôt fait généralement de penser que les personnes qui entourent les femmes ayant subi les mutilations génitales ne sont pas affectées. Au contraire, parce que quand elle souffre, quand elle va avoir des difficultés demain, ça va rejaillir sur toute la famille et ça va rejaillir aussi sur son conjoint, sur sa progéniture future. Heureusement, il existe des personnes aujourd'hui qui s'adonnent à la restauration de la féminité de ces femmes-là. Donc, on peut subir aujourd'hui des... Ça peut se faire au Bénin? Ça peut se faire au Bénin. Mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il y ait un centre spécialisé dans cette chirurgie réparatrice. Mais je sais que dans la sous-région, il en existe et que des missions aussi, parfois de médecins qui sont engagés dans ce combat, sillonnent différents pays pour aider les femmes victimes de cette pratique à retrouver leur féminité, à retrouver la dignité de leur personne.
Et qu'est-ce qui empêche que ce phénomène arrête, qu'on atteigne un taux zéro de ce phénomène chez nous? Est-ce que c'est chez nous seulement que ça se pratique? On a parlé de 200 millions. En Afrique, autour de nous, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des pays dans lesquels cela se pratique? Alors, c'est une pratique qui a cours dans différents pays africains, mais aussi au niveau du Moyen-Orient. Quand vous êtes au niveau des pays africains, c'est une pratique qui a cours au Sénégal, qui a cours au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, au Togo aussi. Il y a beaucoup de pays africains. Au nord du Togo, il y a beaucoup de pays dans lesquels cette pratique est monnaie courante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que elle prend d'abord sa source dans le contexte social. Vous voyez, c'est une pratique qui a eu cours pendant des décennies et qui a été transmise de génération en génération. Ce qui fait que il y a même des spécialistes, des mamans ou des mémés spécialistes. Voilà. Donc, dans beaucoup de communautés, vous avez de ces femmes-là qui sont d'un certain âge et qui se disent gardiennes de cette tradition. Et elles sont les seules à pratiquer ça. C'est des pratiques qui sont pas vraiment médicales. Donc ça se pratique par des personnes dans des milieux de fortune, avec une lame, avec des outils dérisoires, sans grande protection, sans grande sécurité sanitaire. Voilà. Mais la difficulté à évincer ou à éliminer complètement cette pratique, c'est qu'elle est tellement ancrée dans certaines communautés qu'il faut rappeler au passage que le changement de comportement prend du temps. Le changement de comportement va prendre du temps. Il faut prendre également la patience de pouvoir convaincre les personnes qui sont gardiennes de cette pratique dans beaucoup de communautés que cette pratique, elle avait cours, c'est vrai, mais que les conséquences sur la vie de la fille, de la femme sont énormes. Malheureusement ou heureusement, pendant longtemps dans notre pays, il y a eu beaucoup de luttes qui ont permis une régression de ces pratiques. Et depuis quelques années, la pratique... On sent un relâchement? Pas un relâchement forcément, parce qu'il y a des tests qui existent, il y a des sanctions qui ont été prévues, mais malheureusement... Mais qui va dénoncer? Ça, c'est la première question. On a cette habitude, malheureusement, dans nos communautés, de vouloir tout gérer en famille, de vouloir tout gérer par compromis. Et on n'aime pas souvent que le parent ou le proche qui a commis un tel acte soit amené devant les juridictions. Mieux, vous savez, la pratique aujourd'hui dans notre pays est en train de prendre ou a pris différentes formes. Elle a cours beaucoup plus au nord du pays, on l'a dit tout à l'heure, mais de plus en plus, c'est une pratique qui est en train de prendre une forme frontalière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mutilations génitales féminines au Bénin, elles existent toujours, mais de plus en plus, il y a des parents qui quittent le territoire béninois pour aller commettre le forfait et revenir. Ah oui. Donc vous pouvez avoir des gens qui traversent les frontières au niveau du nord Bénin pour se retrouver au Nigeria, histoire de pratiquer, de revenir. C'est pareil pour ceux qui vont au Togo, pour ceux qui peuvent aller au niveau du Burkina Faso et dans d'autres pays limitrophes pour pratiquer la chose et revenir dans notre pays. Miguel Cueto, pour conclure, où en sommes-nous avec cette lutte aujourd'hui au Bénin, en quelques mots, et quel appel avez-vous à lancer? Alors, nous avons différentes lois dans le pays. Nous avons 3 lois fondamentalement quand on parle des mutilations génitales féminines. J'ai parlé tout à l'heure de la loi 2003-03 portant répression de la pratique de mutilation génitale féminine au Bénin. Nous avons également la loi 2015 portant code de l'enfant parce que les mutilations génitales féminines se pratiquent aussi sur des enfants et donc sur des mineurs filles. Et enfin, nous avons la loi 2011-26 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Toutes ces lois-là, aujourd'hui dans notre pays, y compris la Constitution, interdisent toute pratique de mutilation génitale féminine. Toutes ces lois-là interdisent les violations des droits des personnes, de la personne humaine, qu'elle soit de façon spécifique, les femmes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Et également, il faut dire qu'au regard de ces tests, il y a des sanctions. Donc, les gens doivent pouvoir comprendre que quand vous pratiquez vous pratiquez des mutilations génitales féminines sur une personne, une fille ou une femme, il y a des sanctions. Vous pouvez écoper d'une peine d'emprisonnement qui va varier de 3 mois à
6 ans, selon le pic, en fonction du cas. Parce que quand la victime décède, c'est autre chose. Quand vous êtes aussi simplement complice ou que vous avez aidé à faire la pratique, vous avez également à être sanctionné. Ou alors, quand vous avez eu connaissance du fait, vous n'avez pas empêché ça, ou alors vous n'avez pas dénoncé, prévenu pour qu'on puisse empêcher ça, ou alors vous avez eu connaissance que ça a été fait, vous ne l'avez pas dénoncé, vous également vous êtes sous peine. Et donc je voudrais pour finir dire encore une fois que une énième journée de lutte contre les mutilations génitales féminines, une journée de plus, ce n'est pas de trop, mais le plus important pour nous, c'est de prendre conscience et de savoir que... Et surtout de dénoncer. De dénoncer pour le bien de nos communautés, pour le bien de nos filles et de nos femmes. Miguel Cueto, merci. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. Le plaisir est toujours renouvelé, Maurice Lagua. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de la lutte contre les mutilations génitales en cette journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales. Nous avons reçu Miguel Cueto, vous l'avez écouté, juriste spécialiste des questions des droits humains. Merci une fois encore d'être venu. C'est moi. Je vous laisse donc, mesdames et messieurs, en compagnie de Natacha Kofi. Vous avez envie de comprendre l'actualité sociopolitique. Loris, Freddy, Davo et ses invités vous conduisent dans les méandres du landerneau politique sur votre émission Dimanche Politique. C'est dimanche. Bienvenue, bonjour et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. On autorise le ministre des Finances à aller contracter des emprunts pour combler le gap. Si c'est par rapport à ça, le peuple ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que vous auriez voulu corriger? Qu'est-ce qui vous paraît peu pertinent dans les différents détails apportés, différentes innovations apportées à la loi fondamentale? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vote la loi de finances, on autorise déjà le gouvernement à aller faire des emprunts. Qu'est-ce qui explique ou motive, selon vous, ce courage du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon? Il y a quelques mois ou quelques années déjà, vous vous rappelez, il a précisé qu'il faille que la France nous restitue nos biens culturels. Voilà. Dimanche Politique, c'est à suivre sur Eden TV et à écouter sur Diaspora FM tous les dimanches à 11h et à 21h avec Loris, Freddy, Davo. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Allez, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Je vous souhaite de ne pas avoir des fous autour de vous. Autrement, ça donne ça à l'entame d'une rubrique. Alors, on parle donc du chiffre du jour. Il s'agit de 7,6%, donc c'est un pourcentage pour être plus précis. Et nous parlons évidemment du taux de croissance économique. Le Bénin a atteint 7,6% en 2019. C'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Et pour cela, justement, sur ce plateau avec moi, Testani Koudéon, merci à vous d'être là. C'est quoi le merci, Natacha? Là, vous faites la sage. Merci sincère, quoi. Voilà. Lui, il cherchait déjà l'occasion d'utiliser ce... On est dans le chiffre du jour. On ne s'y prête pas. Alors, Mouriagua, merci à vous. Du jour, sincère. Merci à vous d'être là, Mouriagua. Merci. Merci. Et vous voyez, il vérifie d'abord avant de vous dire merci. Alors, 7,6%, nous parlons de la croissance économique du Bénin en 2019.
J'ai comme impression qu'on a déjà évoqué ce chiffre ici, qu'on en a parlé. 7,6%, il faut reconnaître qu'on revenait de loin. En 2015, certains avancent que nous étions à moins de 3%. Moi, je dis que nous étions à une croissance d'environ 3% et donc le Bénin a atteint un taux de croissance de 6,7% en 2018 avant de passer à un chiffre de 7,6% en 2019. On ne le dira jamais assez, une performance enregistrée grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon. Des performances ont été notées, il faut le reconnaître, Natacha Kofi, dans le secteur agricole. Par exemple, le Bénin, au cours de la campagne 2018 et 2019, est devenu, il faut le rappeler, le premier producteur de coton en Afrique, avec 678 000 tonnes devant le Mali et le Burkina Faso. Le ministre, bien sûr, de l'Agriculture et de la Pêche en a parlé, donc en était même ému à l'Assemblée nationale. En dehors du coton, l'économie béninoise peut compter également sur son port autonome de Cotonou, même si certains sont restés dubitatifs en comparant le port de Cotonou, les activités par rapport au port de Lomé. La mise en œuvre de la gestion déléguée a permis de moderniser ses pratiques, il faut le dire, et équipements, d'augmenter ses capacités et de le rendre plus compétitif. Et donc, concernant le port toujours de Cotonou, le trafic global cumulé en import et en export est évalué à près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017, soit une progression de 4%. Ce sont des éléments qui en apportent beaucoup à la croissance économique, qui font entrer de la devise. Et donc, selon le rapport sur la politique monétaire, par exemple, de l'UMOA de décembre 2019, le produit intérieur brut du Bénin a évolué et puis est passé de 7,3% au premier trimestre, puis 7,6% et est resté constant. Et on peut donc dire que le Bénin a donc progressé, Natacha Kofi, en maintenant la hausse de son produit intérieur brut. Le Bénin a gagné 4 places dans le dernier classement Doing Business et 15 places dans la lutte contre la corruption. Cette lutte contre la corruption, d'ailleurs, qui freinait le Bénin en matière de croissance économique. Aujourd'hui, pour un exemple très simple, lorsque vous êtes verbalisé dans un feu parce que vous avez brûlé un feu, on vous délivre un papier et vous devez vous rendre au trésor public, verser l'argent. Il n'y a pas de pardon, chef, et l'argent va rentrer dans la poche d'un agent. Et donc, c'est des éléments, juste à partir de ce petit exemple, imaginez tous les niveaux auxquels il pouvait avoir fuite, comment je fais dire ça, fuite, ou du moins fuite de finances, de richesse. Et donc aujourd'hui, si on cumule tout cela qui rentre dans la caisse de l'État, c'est évident que nous connaissons donc une croissance économique, un taux de croissance économique. Et si vraiment nous continuons avec cette lutte contre la corruption et on continue toujours par se faire remarquer dans des domaines donnés, on ne sera pas surpris que d'ici 2021 qu'on atteigne pourquoi pas une croissance de 8 à 9%. Et donc, c'est à l'actif du gouvernement en place, c'est à l'actif aussi des acteurs du système, que ce soit dans l'administration, même si les réformes sont douloureuses, mélancoliques, les gens ont compris qu'il faut donc suivre le mouvement, respecter donc les prescriptions, la lutte farouche contre la corruption. Et donc, ça aide un pays à se développer. Et c'est sur cette voie que on est de plus en plus cités dans les classements de X ou de Y. Et c'est à saluer, Natacha Kofi. Très bien, merci à vous, Maurice Agoual. Tessaline Goudaillon, nous parlons bien évidemment de 7,6%. Il s'agit ici du taux de croissance économique
En effet. Effectué par le Bénin pour le compte de l'année 2017. Un taux de croissance par rapport à 2018 qui a évolué d'1%. En 2018, on était à 6,7%. Et moi, je voudrais déjà rappeler que la croissance économique d'un pays est un indicateur ou un indice de l'augmentation des richesses. C'est par rapport à ces indicateurs-là qu'on arrive à savoir comment un pays évolue, parce que le taux de croissance est évalué par rapport au produit intérieur brut du pays. Donc cela nous permet de savoir véritablement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que les choses sont en train d'évoluer, d'améliorer surtout les conditions de vie de nos populations. Le seul hic, moi, à mon avis, c'est de ne pas pouvoir évaluer véritablement cette croissance-là sur chaque Béninois, enfin, de façon globale. On ne va pas faire sur chaque Béninois venir et poser des questions, mais quand on va extrapoler ces données-là, est-ce que sur chaque personne, on peut évaluer l'évolution économique, parlons de chaque citoyen, parce qu'on prend la vue d'ensemble, mais cela ne nous permet pas de voir de façon détaillée la redistribution qui est faite. Mais il est important de se satisfaire de cette évolution-là. Une évolution qui retient particulièrement l'attention, de cette amélioration dans notre croissance qui se présente comme une ascension fulgurante, moi, à mon avis. Et surtout quand on tient compte de certains facteurs, notamment la fermeture des frontières avec le Nigeria. Le Nigeria qui représentait un pôle important de notre économie. La Banque mondiale évaluait en 2018 à plus de 20% ce que le transit vers le Nigeria, l'importation et tous les rapports économiques qu'on a avec le Nigeria pesaient pour 20% dans la balance de notre économie nationale. Mais vous constatez, malgré la fermeture de ces frontières, on a évolué par rapport à 2018 où on avait l'avantage avec le Nigeria et on était à 6,7%. Les frontières ont été fermées et on est passé à 7,6%. C'est de noter tout ce que Maury a cité tout à l'heure, parlant de cet accent particulier qui est mis sur l'agriculture, notamment le coton, mais plus que le coton aujourd'hui. Il y a quelques années, notre agriculture se basait essentiellement sur le coton, mais on a dépassé le coton. Aujourd'hui, on est allé vers une diversification de ces produits agricoles-là, notamment de leur exportation. Le cas de l'ananas est celui qui retient essentiellement notre attention, et on parlera également du soja, pour lequel on n'a pas encore assez de chiffres aujourd'hui, on n'a pas encore une réelle idée de ce qui se fait, mais l'ananas c'est réel. La visite du chef de l'État sur le site de Blue Skies nous a permis de découvrir un peu ce qu'ils font sur ce site en transformant de l'ananas et en l'envoyant à l'extérieur. Donc, en 24 heures, voilà, c'est même ce qui retient particulièrement l'attention. Tout ceci représente pour nous des sujets de félicitations à notre endroit. Enfin, je veux parler de tout le peuple, parce que chaque Béninois représente le peuple. Le gouvernement peut mettre en place des dispositifs pour améliorer le secteur agricole, mais si l'agriculteur de l'autre côté ne fait pas le travail, s'il ne s'investit pas, s'il ne fait pas ce qu'il faut pour que... Si la chaîne ne suit pas. Ça va poser un problème à la longue main. Dans tous ces secteurs-là, des choses se font. Je pense que s'il y a une chose qui peut aujourd'hui améliorer encore plus notre croissance économique, ce sera certainement les investissements dont on a une certaine amélioration dans la facilité d'accès aux investissements aujourd'hui, mais on peut également avoir un peu plus, on peut améliorer la chose et avoir surtout des investissements qui vont vers la création d'entreprises, qui vont vers un système où de grandes industries peuvent venir s'installer au Bénin. On en a parlé ici, on a beaucoup de produits agricoles au Bénin dont on n'arrive pas à profiter pour notre économie à cause d'un problème de transformation. Le cas de la tomate est le plus criard, et s'il peut être mis en place des systèmes qui permettent d'investir dans le sens d'aller vers la transformation de ces autres produits agricoles. Vraiment, on a un potentiel agricole à nul autre pareil au Bénin. Le manioc, c'est autant de choses. Vous allez dans certaines localités, les femmes qui transforment le gari, le tapioca, il y a pas mal de choses qui peuvent être tirées du manioc et dont on ne profite pas assez à cause de l'investissement qui ne va pas encore dans
ces secteurs d'activité. Enfin, parlons de l'agriculture. Donc, c'est autant de points qui, moi, retiennent mon attention, mais on évolue d'une façon ou d'une autre. Je l'ai dit en introduisant mon intervention, j'ai bien envie de savoir quelle est la redistribution qui est faite de ce taux de croissance économique global, parlons du Bénin, sur chaque citoyen béninois, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'alimentation, enfin, tous nos besoins principaux, nos besoins primaires. Voilà, quelle est la redistribution qui est faite. L'économie nationale évolue, mais au niveau personnel, comment chacun le vit véritablement. Je ne sais pas si ça se fait. Nos amis économistes nous le diront. Certainement. Et je pense que Mori Agua, oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord avec Teslanik qui se demande la répercussion. Et donc, je pense quand même que lorsqu'on ferme les vannes de la corruption et autres, il va falloir penser sérieusement au pouvoir d'achat. Parce qu'avec tous les éléments avancés sur ce plateau, et si nous arrivons à augmenter le pouvoir d'achat des Béninois, je pense quand même que ça va aider à faire encore davantage, à booster le taux de croissance. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire, et après avoir fermé les vannes. Sur le commerce. Tout à Très fait. bien. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Nous espérons que les autorités aux différents niveaux nous écoutent en ce moment, et en tout cas que ces analyses et ces requêtes ne seraient pas tombées dans des oreilles de sourds. De toute évidence, les jours à venir nous montrerons si oui ou non nous avons été entendus, et si oui ou non nos suggestions et nos analyses ont été perçues comme étant plus ou moins importants et donc on pesait dans la balance pour que d'une façon ou d'une autre on puisse voir les retombées. Voilà, comme c'est la mode en ce moment de parler de retombées et de parler de mimi, des mimi. Nous allons voir les retombées. Merci à vous deux. Il n'y a pas de Mimi ici, donc tout va bien. Nous allons simplement... C'est vous la Mimi? Nous allons, chers amis. Tout ça, en fin de compte, c'était une affaire de jalousie. Vous imaginez? Vous imaginez? Mori Agua qui fait « Hablo complément les moi. D'accord, vous n'êtes plus super. Mori, vous êtes super, c'est bon. Après ça, c'est bon, Carnot, vous êtes super. D'accord. C'est pas possible. On dit ce n'est pas possible. Attention, les émoticônes, les stickers, WhatsApp nous font dire n'importe quoi. Alors, Tinklard, aujourd'hui, on parle des traditions autour du veuvage, chers amis. Alors, nous avons ouï dire qu'autour du veuvage, il y a pas mal de traditions. Et vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui n'y comprend pas grand-chose. On se pose mille et une questions. Pourquoi est-ce qu'il faut ceci? Pourquoi est-ce qu'il faut cela? Il y a quelques jours, on a entendu dire que lorsque vous êtes une femme et que vous perdez votre époux, certaines traditions exigent que vous vous couchiez à côté du corps pendant un certain nombre de jours. Je crois que c'est 7 ou 9 jours. Et en dehors de ça, il faut se laver, il faut boire l'eau avec laquelle on lave le cadavre, je crois que c'était ça. Et enfin, il y a pas mal de traditions qui vont dans ce sens. Et nous, vous savez, nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pensons tout savoir, nous pensons être intello et tout. On ne s'explique pas forcément certaines choses. Du coup, si vous avez... Je cherche la façon de le formuler. Si vous avez la bonne explication ou si vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi et le comment de certaines traditions, je vous prierai de bien vouloir nous appeler. Il faut composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous et nous aider à mieux comprendre ces traditions-là et à mieux les vivre. Ou si vous estimez, chers amis, vous qui connaissez ces traditions et qui en savez un petit peu plus que nous sur le pourquoi et le comment de leur existence, si vous pensez tout de même qu'il faille revoir ces choses-là, je vous prie de venir discuter avec nous pour que nous l'espérons, nous puissions toucher le cœur des personnes averties ou des personnes à même de pouvoir changer les choses, où qu'elles soient et quoi qu'elles fassent en ce moment. Voilà, on va le dire comme ça, parce que vous savez, il y a pas mal de femmes qui en souffrent.
énormément. C'est un traumatisme psychologique et physique. Et nous avons eu certains témoignages qui nous ont fendu le cœur. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait en parler, qu'il était important d'en parler. Donc, 69 32 03 03, c'est le numéro à composer. Nous parlons des traditions autour du veuvage. Merci à vous de nous appeler pour partager vos différentes opinions avec nous. Merci à vous, Carnot. Merci également à vous, Tessani Gondéan. Je vais donc commencer par vous. Vous préférez que je commence par là? D'accord. C'est pas la donne. D'accord. Parce que ça sonne très mal un peu dans la tête. Alors, Teslanik, le temps que notre ami qui nous appelle soit installé. Bonjour, cher ami, et merci de vous présenter. Est-ce que vous avez lâché du vent de l'autre côté, Moriagua? Bonjour, Tata. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. J'apprécie vos souris, quoi. Ça fait plaisir. Nous, on apprécie de vous avoir en ligne. J'apprécie tout le plateau et malgré que vous cherchiez, Moriagua, là, il y a tout. Non, c'est avec beaucoup d'amour que je le charrie souvent par ici. Il n'est plus sur le plateau, mais il vous répond par ma voix. Ok, souriez toujours à la vie vous sourira. Amen, par la grâce de Dieu. Alors dites-nous, cher ami, est-ce que vous avez entendu parler des traditions autour du veuvage? Mais j'en avais parlé hier. Et je dis que ce n'est pas quelque chose d'appréciable. Non, on ne parle plus du sujet d'hier. Aujourd'hui, on parle des traditions autour du veuvage. Vous savez, la tradition qui veut que lorsqu'une femme perd son mari, elle doit se coucher à côté du corps du défunt mari pendant 7 à 9 jours. Ça, c'est des déprivations. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est quoi? Non. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette tradition-là avait été instaurée à un moment donné? Non, oui, mais on sait que c'est des traditions de nos ancêtres. Oui. Donc, nous ne pouvons plus continuer à accepter ça. Très bien, d'accord. Moi, je n'apprécie pas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Oh, gros bisous à vous tous. Bisous à vous aussi, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir eu avec nous en direct. Passez une excellente journée. Que Dieu nous fasse la respiration. Amen. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. Non, on ne dit pas à très bientôt, on dit à très vite. Alors, Tessani Gondéan? Les rites, non, les traditions liées au veuvage, en Afrique varient d'un groupe ethnique à un autre. Les choses ne se passent pas dans ma famille comme elles se passeront dans la vôtre ou dans celle de Carnot. Mais s'il y a de ces traditions-là qui se ressemblent d'un groupe ethnique à un autre, d'un pays à un autre, parce que ce n'est pas qu'au Bénin, c'est en Afrique en général que ça se passe. C'est bien cette imposition de style vestimentaire approprié à celle qui vient de perdre son mari. Ce dont vous venez de parler, boire l'eau de bain du cadavre. Et ça, c'est pour prouver qu'on n'a rien à voir avec la mort de son mari. Wow. Moi, j'ai déjà vu, en famille, le cas qui avait retenu mon attention, c'était où on demandait à ces femmes-là de se raser complètement la tête et non plus de cheveux sur la tête. Et les rites peuvent durer de 3 mois à 1 an. Pour ce que j'ai connu, c'était 1 an. Et elle ne faisait plus rien d'autre. Elle n'avait plus d'autre, elle ne pouvait plus vaquer à ses occupations, rien. Elle était assise sur une même natte toute la journée. Elle restait là, la tête rasée. Pour d'autres, on ne leur rase pas la tête, mais elles sont obligées d'aborer tout le temps un foulard d'une couleur spécifique, je ne me rappelle pas. Et d'autres encore sont... Et elles doivent être tout le temps dans un air triste. Quand quelqu'un vient, il y a rien qui puisse leur apporter de la gaieté. Elle doit rester dans la tristesse sur toute la durée que va durer, et que, toute la durée des rites et tout. Et elle est là, dans un style vestimentaire bien précis. C'est quelqu'un d'autre qui doit lui donner son bain, c'est quelqu'un d'autre qui doit tout lui faire, et elle ne peut plus sortir. Elle est là, assise, et si c'est pour 1 an, elle reste là pendant les 1 an. Après l'année du veuvage, on lui fait les rites nécessaires, et après, sa vie peut reprendre son cours normal. Ce qui me dérange, c'est que quand un homme perd sa femme, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un autre ami qui nous appelle, le temps de l'installer. Bonjour, cher ami, et bienvenue. Oui, moi, c'est Madame Angela Aubergue. Bonjour, madame, c'est un plaisir de vous avoir en ligne.
Oui, c'est un plaisir pour moi de vous joindre avec beaucoup d'amour le matin comme ça. Ça fait plaisir, madame. On vous écoute. Bonjour à vous trois d'abord. Bonjour madame. Bonjour à Eden TV et merci pour cette télévision. Merci madame. Les traditions autour du veuvage, parlons-en. Tout ce que nous pouvons faire, nous allons dire, les traditions est là et restera toujours là et demeurera toujours là. Oui. Chaque famille, chaque ethnie a ses traditions. Oui. On n'y peut rien. Mais là où je veux en venir est que toi, lettré, moi, femme lettrée émancipée qui est ici, c'est moi qui vont faire asseoir sur la nappe pendant 1 mois ou 2 mois. Ils ne peuvent pas faire ça. Non. Donc, nous ne pouvons pas dire non, mais ce qu'on va conseiller aux gens, c'est de diminuer un peu. Voilà, et c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, madame. Les lettrés n'ont qu'à rester lettrés. Les illettrés vont toujours demeurer comme ça. Nous, leurs enfants qui sont un peu lettrés, c'est nous qui irons voir les familles pour dire non, décharger un peu la charge à la famille. Sinon, si on refuse encore, il peut faire du mal à nos parents. Merci beaucoup, madame, pour votre... Merci beaucoup, madame, pour votre point de vue. Il nous aura pas mal éclairé également par ici. Vous nous avez aidé à voir le thème d'aujourd'hui sous un nouvel angle. Alors, merci à vous et passez une excellente journée. Et surtout, appelez-nous souvent. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil. Passez une excellente journée. Tessani Goudayon, nous en étions avec vous. Oui, je disais que c'est contraignant pour la femme de subir tout ceci. Et c'est le minimum pour les rites de veuvage, c'est 3 mois. Et ça peut aller jusqu'à 1 an. Il y a certains qui tournent autour de 40 jours, donc pas totalement les 3 mois. Mais c'est contraignant. Et c'est un griffe réducteur pour la femme parce que dans l'autre sens, quand c'est un homme qui devient veuf, bon après il n'a pas à subir tout ça, hein, on enterre sa femme, mais point quoi. Personne ne se pose la question en Afrique quand une femme meurt de savoir si c'est son mari qui l'a tuée. Mais systématiquement quand un homme décède, c'est peut-être sa femme qui avait quelque chose, c'est peut-être ça. Donc il faut commencer par creuser pour découvrir, il y a un véritable problème qui, pour moi, est toujours en lien avec le type de société dans laquelle nous sommes, une société fortement patriarcale, une société dans laquelle l'homme a tous les pouvoirs et la femme n'en a aucun, une société dans laquelle la femme est en griffe, chosifiée. Je mets des griffes parce que les choses sont en train d'évoluer et on est en train de changer peu à peu la perception, parce que c'est là que viennent tous les changements. La perception qu'on a face à tel ou tel fait social nous prédispose à avoir telle ou telle réaction face à ce fait-là. Et malheureusement, ce sont les traditions. On ne va pas amener notre intellect pour briser les traditions. Parfois, vous ne voulez pas, mais vous êtes obligé de subir. Elles n'ont même pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir comprendre que c'est réducteur et contraignant pour elles. Elles le savent, elles le subissent mal. Mais quelles sont les voies de recours que nous avons pour dire non à cette tradition, pour dire qu'on ne la veut pas? Il y a la tradition de l'excision qu'on a refutée, qu'on a bannie, même selon certaines informations. Mais quand vous allez dans le fin fond de certains villages, ça continue. On continue d'exciser certaines femmes. On en parlera, mais qu'est-ce qu'on pourra faire véritablement? Je ne dirais pas qu'est-ce qu'on fera, parce que je sais qu'on a envie de faire, mais qu'est-ce qu'on pourra faire? Chacun à son niveau et même au plus haut niveau. Est-ce que sous une forme juridique, on peut même aborder la question pour pouvoir alléger la tâche, sinon ramener tout le monde au même pied d'égalité? Si on peut faire des rites de veuvage pour une femme, c'est que pour un homme, on fera aussi des rites de veuvage. Sous une juridiction, est-ce que cela peut prendre? Je me pose la question, mais ce sont des disparités. Totalement. Merci, j'allais dire autre chose, je n'avais pas le droit de le dire. Alors, merci à vous, simplement. J'allais dire totalement d'accord, mais ça ne veut rien dire. Voilà. Alors, oui, cher ami, dites-nous. Je vais compléter par rapport à ce que Teslanik a dit. Les traditions sont les traditions. Mais nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Je pense que la dame qui nous a appelé tout à l'heure a dit, si on peut opter pour le fait qu'on peut décharger un peu le nombre de mois, par exemple,
les différentes spécificités du veuvage. Je pense que si on peut aller dans ce sens, c'est mieux. Parce qu'elle a dit, il y a nous qui sommes lettrés. Il y en a qui ne sont pas lettrés, qui sont déjà moulés dans cette histoire de veuvage. Et ce qui fait le plus mal, c'est quand l'homme décède, je dis l'homme, c'est quand la femme décède, on n'impose pas les principes de veuvage à l'homme. Je ne sais pas s'il y a dans certaines familles, je ne sais pas. C'est possible, mais toujours est-il que c'est pour la femme qui est beaucoup plus exposée. Et dans ce sens, je pense que nous sommes en train de chosifier la femme parce que quand vous devez faire, d'abord vous perdez votre mari, c'est déjà un coup dur que vous avez reçu. Maintenant, on vous oblige à faire, à être triste pendant une longue durée donnée. Bonjour, cher ami. Psychologiquement, c'est pas bien. Mes excuses, mon cher Carnot. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Ok, pour les rites du veuvage, bonjour. Pour les rites du veuvage, on ne peut rien. Puisque c'est les grands-parents qui avaient instauré en quelque sorte cette loi familiale. Oui. Et en même temps, ils ont maudit ça. Ce qui fait que aujourd'hui, ça continue d'être réalisé. Et si toi, une dame a parlé tout à l'heure, toi, lettré, tu veux montrer que tu es instruit, tout et tout, tu seras obligé de subir les châtiments spirituels. Donc, ce que je vais demander aux femmes lettrées, c'est une fois, quand tu es en contact avec l'homme, faut demander tout ce qui se passe dans sa famille. Très bien. Si tu peux supporter, tu supportes. Dans le cas contraire, tu laisses. D'accord. Et allez dans le Modo Koufou, vous allez voir que ce que Tess a dit tout à l'heure là, c'est la pure réalité. D'accord. Vous voyez, donc la tradition, on peut rien. Mais on ne peut pas imposer ça à l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Vous voyez. Donc ce n'est pas l'homme qui va vers la femme, c'est la femme qui vient vers l'homme. Et elle est obligée de subir ces lois-là. Donc on peut rien. Et comme l'a dit la dame aussi tout à l'heure, il faut pour ces jeunes qui sont lettrés, chercher maintenant à réunir la famille pour leur demander d'amoindrir un peu, de diminuer un peu les rituels qui s'étendent jusqu'à 1 an, parce que j'ai connu ces cas-là, qui s'étendent jusqu'à 1 an, sans que la femme ne sorte. Donc si elle va sortir, elle doit sortir avec quelqu'un. La personne reste devant, ou bien devant, derrière, elle est au milieu, ou bien parfois elle met caillou ou bien du sable au bout de son paille et à être accompagnée avec quelqu'un pour ne pas rencontrer son mari de faim. Très bien. Je vais vous demander à Monsieur Diatoro de bien vouloir nous rappeler demain parce que tout à l'heure, vous avez abordé un point assez intéressant et j'avais pas mal de questions à vous poser sur ce point précis, mais malheureusement, il est l'heure et nous devons clore cette émission. Super. Rendez-vous demain alors pour continuer cette belle discussion. Merci à vous. Je sais qu'il y a pas mal de femmes et d'hommes béninois comme africains, je vais le dire comme ça simplement, qui se retrouvent pieds et poings liés quand il s'agit de la tradition, des gens qui souffrent énormément, surtout parce qu'ils ne s'expliquent pas la raison d'être de certaines traditions. Alors, chers amis, si vous pouviez nous aider à mieux comprendre certaines traditions, cela nous serait hautement bénéfique, franchement. Merci à vous, Tessani. Merci Carnot. Merci Natacha. On se donne rendez-vous demain, chers amis, 7h, 9h. Merci à vous également, Moriagua. Et merci à la magnifique équipe qui nous accompagne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie, elle est simple. Plus elle est simple, plus elle est belle. Alors profitez au maximum de votre vie et vivez dans la simplicité. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain, 7h, 9h. Bye bye.